Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième numéro de Marseille en parle. Aujourd'hui, on va parler football, on va parler Olympique de Marseille et on va parler évidemment des grandes années de l'OM. Et qui mieux que lui pour parler de cette époque qu'on regrette tous, dont nous avons la nostalgie. Je reçois aujourd'hui dans Marseille en parle Jean-Pierre Bernès. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Merci d'être venu. C'est un plaisir. Un jour férié, je précise, vraiment très très gentil de ta part. On va parler, écoute, de toi, de cette belle époque que on regrette tous. On a tous cette nostalgie. Et comme je te disais avant l'émission, je suis ravi d'avoir eu la chance de connaître cette époque. Donc Jean-Pierre, tu es Marseillais et tu es né donc, le 10 février 1957 à Marseille, dans le quartier de Sainte-Marguerite. Ouais. Tu n'as jamais joué en club, mais tu m'as dit que tu jouais entre cités avec tes amis d'enfance. Donc tu es agent de joueur. On dit de toi que tu es l'agent de joueur le plus influent du football français. Bon, je pense que c'est pas usurpé comme titre. Et ta boîte s'appelle Foot Conseil. Et donc tu as été aussi directeur général de l'Olympique de Marseille, le bras droit, on peut dire, de Bernard Tapie dans les grandes années. Tu as eu un beau portefeuille de joueurs, on ne va pas tous les citer, mais il y en a eu pas mal. Donc Alou Djara, Laurent Batles, Florent Maurice, Benoît Pedrecci, Samir Nasri, Franck Ribéry, Jérémy Mathieu, Adil Drami, Jérémy Ménez, Nabil Fekir, Mathieu Valbuena, Marc Planus, Schilacci qui a joué à Monaco, et tu as toujours le sélectionneur Didier Deschamps, tu as eu Laurent Blanc qui a été aussi sélectionneur, Christophe Galtier, Corinne Diacre, Gourvenec, Alain Perrin et Hans. Voilà. Et encore, je ne les ai pas tous cités. Tu confirmes? C'est ça. Ouais. Alors, on va commencer cette émission. J'aimerais avoir ton avis sur les propos de Leonardo, donc, qui est le directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui a dit « Gagner la Ligue des Champions ici, ça serait unique. » Parce que c'est quelque chose qui s'est construit de Daniel Echter à aujourd'hui. Donc Daniel Echter, c'est celui qui a créé le Paris Saint-Germain. On parle de 50 ans, ce n'est pas beaucoup. C'est vrai qu'il y a des hauts débats, c'est normal. Les autres clubs qui ont gagné dans les années 70, comme l'Inter ou l'Ajax, ont été fondés dans les années 1890. Il y a une culture dans la ville à construire. Paris n'a jamais été exactement la ville du foot, c'est toujours Marseille. À Paris, il y a encore beaucoup de choses qu'on doit faire. C'est quand même venant du directeur sportif du PSG. Alors, tu en penses quoi des propos de Leonardo? C'est une analyse d'un pro qui connaît d'abord très bien le football. Ouais. Et moi, l'analyse qu'il a faite, là, je la fais depuis des années et des années. Marseille, c'est la capitale du football en France. C'est une évidence. D'abord parce que Paris, bon, c'est la capitale de la France. Il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres centres d'intérêt. À Marseille, il y en avait moins. Marseille, c'est le football. Et chaque fois que j'ai eu des interviews à faire, des articles à faire, de tout temps, j'ai toujours dit que Marseille était la capitale du football français. Même quand j'étais jeune, que j'étais supporter, on ressentait ça. Et les Marseillais le ressentent, ça. Et je crois que l'analyse qu'il fait, c'est une analyse tout à fait juste. Il n'a rien inventé, finalement. Non, il n'a rien inventé. Il a fait une analyse vraiment froide, sereine, d'un professionnel qui connaît bien le foot. Et qui a dit la vérité, c'est que Marseille, c'est la capitale du football français. On rappelle quand même que Leonardo, c'est quand même pas n'importe qui, international brésilien, qui a joué notamment au Milan AC, qui a gagné, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qui a gagné la Coupe du Monde avec le Brésil. Ouais. Mais là où c'est intéressant, c'est que c'est le directeur sportif du PSG. Oui, c'est le directeur du PSG. Alors c'est vrai que bon, ça peut pour les anciens, tout ça, mais je veux dire, c'est l'analyse qu'il a faite sur ce point de vue, c'est l'analyse qui peut être rejointe par beaucoup de spécialistes du football, beaucoup de journalistes, les gens. Marseille, c'est le football. Marseille, on parle de l'OM tout le temps, toute la journée, dans les cafés, dans les restaurants, et on le sent rapidement. Quand on est de l'extérieur, moi je sais quand on recrutait des joueurs, que j'expliquais comment était Marseille. Les joueurs se disaient, bon, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Mais une fois, quand ils sont dans la ville et quand ils rentrent dans le stade Vélodrome, c'est là qu'on voit la passion que ça déchaîne. Alors, justement, on va parler de ça, parce que c'est très intéressant ce que tu nous dis. Ça fait grincer des dents Luis Fernandez, quand même, qui est un pro parisien pur sang, hein, Luis. Oui, mais je veux dire, c'est
voilà, je peux comprendre sa réaction. Bon, il est pur parisien, il a été joueur de ce club, il a été entraîneur, il a gagné une Coupe d'Europe aussi avec eux. Donc je veux dire, voilà, il se sentit un peu déçu de ce positionnement. Mais je pense qu'en lui-même, Luis, qui est un homme honnête, sait qu'entre Marseille et Paris, au niveau de l'impact que peut avoir un club dans une ville, il n'y a pas de commune mesure entre Paris et Marseille. Voilà, c'est une évidence. Alors, tu as dit quelque chose de très intéressant et je voudrais qu'on rebondisse là-dessus. Tu as dit que quand tu voulais recruter des joueurs, tu leur montrais certaines... Tu les amenais où, les joueurs, quand tu voulais leur faire découvrir Marseille? Non, c'est pas que quand on recrute à Marseille des joueurs, on ne recrute pas à Marseille des joueurs uniquement par leur qualité footballistique. C'est-à-dire, on veut aussi recruter des hommes, des guerriers, des gens qui ont un mental très fort. Et je sais que je passais plus, parce que les joueurs qu'on recrutait à l'époque, bon, on savait tous que c'était des bons footballeurs. Et même aujourd'hui, quand on recrute, il peut y avoir un bon footballeur. Mais un bon footballeur peut être un très bon footballeur à Nantes et un mauvais footballeur à Marseille. Pourquoi? Ce qui était le cas de Makelele. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas... Non, c'était le cas de William Ayache, par exemple. William, qui a été très bon à Nantes et qui, à Marseille, ne s'est pas du tout adapté. Après, il y a eu des joueurs comme de la Montagne aussi. Je parle de joueurs anciens. Mais même aujourd'hui, la règle, c'est quand on recrute à Marseille, avant de parler football, on parle de caractère. Et d'atmosphère qui entoure. On parle de caractère, on parle de personnalité. Et il faut que ces joueurs-là puissent supporter la pression. Parce que les joueurs, quand on discute avec eux, ils se disent toujours « je suis costaud ». Mais on peut toujours être costaud quand on est dans un bureau et tout. Mais quand on rentre dans le rectangle vert du Vélodrome à Marseille, j'ai vu des costauds, moi, qui étaient liquéfiés, qui pouvaient pas. Alors, il n'y en a pas eu des tonnes, parce qu'avec Bernard Tapie, on a fait rarement des erreurs de recrutement. Mais je veux dire, c'était le mental. Alors justement, tu es d'accord avec moi pour Makelele, qui était venu à Makelele, Louvain, moi je ne l'ai pas. J'étais plus, voilà, c'était pas à mon époque. Là, c'est aux supporters que je parle. Mais après, donc je le connais pas. Mais après, c'est vrai qu'il a fait quand même un parcours. Il a quand même joué au Celta Vigo pour faire un palier. Et après, il a joué au Real de Madrid. Donc s'il a joué au Real de Madrid tant d'années et c'était un joueur performant au Real de Madrid, ça veut dire qu'il avait le mental. Donc s'il n'a pas à Marseille, ça n'a pas été... Parce que c'était une période un peu plus difficile. Ouais, c'était l'époque Courbis, je crois. L'équipe, bon voilà. Donc après, c'était pas lui par rapport à Makelele, par rapport à Claude Makelele, c'était pas par rapport au mental. Parce que je pense que c'est un garçon, je ne le connais pas, mais je pense que c'est un garçon qui a un mental. Parce qu'on ne peut pas s'imposer au Real de Madrid si on n'a pas de mental. Ah non, c'est sûr. Comme quoi le talent ne suffit pas. Alors, là, on a entendu parler du Ligue 1 à 18 clubs. Tu en penses quoi, toi? Bon, c'est un sujet qui revient sans arrêt dans le football. Bon, moi je pense, je n'ai pas d'idée arrêtée aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui dans le football français, il y a beaucoup d'autres sujets à régler, quoi, hein. Il y a d'abord le problème économique du football français qui, par rapport à la crise sanitaire qu'on est en train de vivre, est en grosse difficulté. C'est horrible, là, ces stades de vie. Voilà, les stades de vie, c'est terrible, c'est un manque à gagner énorme pour les clubs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le sujet de passer de 20 à 18 clubs, pour moi, ce n'est pas le sujet primordial et c'est quelque chose dont il faut vraiment réfléchir. Il ne faut pas annoncer ça de façon, voilà, il faut passer à 18 clubs. Parce que je ne suis pas convaincu. Alors, bien sûr, il y aura moins de matchs, les joueurs seront peut-être pour mieux récupérer dans certaines périodes. Mais je ne suis pas convaincu que la qualité des équipes, la qualité des joueurs soit supérieure, que ça passe de 20 à 18 clubs. Un très bon joueur, un grand joueur restera un grand joueur, un bon joueur restera un bon joueur, et un joueur moyen restera un joueur moyen, qu'il soit à 20 clubs, à 18 clubs. Donc la qualité du football d'un pays, je ne suis pas convaincu que ça soit forcément de passer de 20 à 18 clubs. Je n'ai pas d'idée aujourd'hui arrêtée sur le sujet. Mais c'est quelque chose, je pense, qui mérite vraiment réflexion. Le truc, c'est pas de se dire on fait 18 clubs, comme ça il y a moins de matchs, comme ça les joueurs soufflent plus. Oui, d'accord. Bon, ouais. Oui, pourquoi pas. On peut peut-être faire un calendrier à 20 clubs, un calendrier beaucoup plus pensé, beaucoup plus... Je sais pas, moi je trouve que donner la chance et la possibilité à des plus petits clubs de participer aussi à l'élite, c'est quand même important, parce que le football, c'est un sport populaire. C'est un sport, il ne faut pas uniquement penser
au côté économique, parce que là, si on passe à 18 clubs, ça veut dire la répartition des droits télé sera, au lieu de que ce soit en partagé en 20, on partagera en 18, dont les clubs, et certains clubs gagneront plus d'argent que d'autres. Mais je pense que le côté populaire du football, le côté donner la chance à des clubs plus petits, des plus petites agglomérations, des plus petites villes, c'est quand même aussi l'essence même du football. Ça fera moins de matchs au Stade Vélodrome aussi. Oui, ça fera moins de matchs au Stade Vélodrome, mais je veux dire, bon, que ce soit deux matchs de plus, ou, enfin, je sais pas. Moi, c'est pas un sujet aujourd'hui, en l'état, par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Je pense pas que ce soit le sujet majeur du football français aujourd'hui. Bon, entre nous, ils n'ont pas choisi le meilleur des présidents, mais ça n'a beau. À l'OM, ils n'ont pas laissé un beau. Oui, bon, peut-être que c'est. Voilà, ça, après, souvenir, hein. après c'est d'autres responsabilités. Bon, s'il a été élu, il faut respecter le vote. Donc, voilà. Et après, les gens, vous savez, on les voit surtout dans l'action, quoi. Hein. Donc là, il va avoir le temps de prendre des décisions, de réformer ce qu'il faut réformer, parce qu'il y a peut-être effectivement des choses à faire, même sûrement. Et voilà, donc après, c'est deux postes tout à fait différents. Président de club, président de ligue, c'est complètement différent. S'il gère la ligue comme il a géré l'OM, on peut se faire du souci, Jean-Pierre. Là, c'est le supporter qui parle. Alors, on va parler de cette fameuse grande époque qui nous avait fait rêver. Alors, moi, j'ai envie que tu nous parles du match. On est en 90, l'OM joue contre Benfica avec cette fameuse main de Vata. Tu y étais, oui, forcément. Bien sûr. J'aimerais que tu nous racontes un peu ce stade de la Louse. Dans ce tour, parce qu'il y a les deux matchs, quoi. Il y a le match aller, le match retour. Match aller Marseille, match retour Benfica. Et Benfica, bon, ça l'est toujours, mais à l'époque encore plus, c'était vraiment un très grand club européen, Benfica. Ils avaient gagné déjà la Coupe d'Europe des clubs champions, Benfica, avec un grand joueur comme Eusebio. Donc et dans l'histoire, quand on parle aujourd'hui aux supporters qui ont connu cette époque, qui ont connu les grandes périodes européennes de Marseille, c'est vrai que le match de Benfica reste un peu dans l'histoire, ces deux matchs. Non seulement par l'événement surtout de la main de Vata, mais aussi par la qualité du jeu, par le fait que c'était une demi-finale des clubs champions, que normalement on aurait dû aller en finale. On avait tellement dominé le match aller, que sur le match aller où on gagne que 2-1, c'était vraiment pas bien payé pour nous, bien payé pour Benfica. Et le match retour s'est joué dans une ambiance terrible, quoi, dans une ambiance... 80 000, la Louse. Le stade de la Louse, c'était impressionnant, quoi, parce qu'il y avait vraiment une ambiance incroyable, quoi. Et donc ces deux matchs, ce match de Benfica, ce sont deux matchs européens qui, je pense, vont rester dans l'histoire. Tous les clubs, Saint-Étienne, il y a eu... Saint-Étienne, par exemple, dans sa carrière européenne, qui avait aussi une grande carrière, il y a le tour de Dynamo de Kiev. Voilà, le Dynamo de Kiev, où ils perdent 2-0 à Kiev, ils gagnent 3-0 à Saint-Étienne. Voilà. Chaque club, pour marquer l'histoire européenne, doit avoir des références au point de vue match. C'est-à-dire, voilà, nous, on a eu ce match de Benfica. Plus que OM Milan. Après, on a eu... Au quart de finale, Après, on a eu le quart de finale, OM Milan. Voilà, ça fait partie de ces grands matchs-là. À l'aller, un partout, et on gagne au retour avec la panne d'électricité. Bon, il y a des matchs, après, bien sûr, il y a les... Est-ce que c'était toi qui avais dit de fermer la trappe? Oui. C'était moi, d'ailleurs, on me voit d'ailleurs souvent sur les images. Je suis entouré des joueurs et des dirigeants de Milan. D'ailleurs, j'en ai reparlé avec eux récemment, avec Galliani, qui est un ami à moi. Et on reparlait de ça, et c'est vrai que... voilà. Mauvais perdant, Milan, ce jour-là, quand même. Hein. Oui, d'ailleurs, ils avaient été sanctionnés. Perdu sur tapis vert. Galliani aussi avait été suspendu. Donc, mais c'était un très grand club avec des grands dirigeants. Et quand j'ai parlé encore avec Galliani il y a à peu près 5-6 mois, il me disait à l'époque, les deux grands clubs européens, c'était Marseille et Milan, quoi. Mais Paolo Maldini a souvent dit dans ses interviews que sa bête noire, ça restait ton OM. Parce ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que si on prend la main de Vata, bon, si elle n'existe pas, on va en finale. C'est-à-dire 90, 91, 92 et 93, en 4 ans, Marseille doit faire 3 finales de Champions League. Je sais pas, les gens, je ne sais pas s'ils réalisent ce que c'est, quoi. Paris en a fait une juste là, avec des moyens colossaux, on a fait une juste cette année. Et avec le Covid. Et avec un contexte un peu différent, aussi, quand même, dans une formule différente. Mais en 4 ans, 3 finales de Champions League. Je peux vous assurer que ça représente une tonne de travail, quoi.
C'est impressionnant. Avec le recul, quand on est dans l'action, on y pense moins. Mais avec le recul, quand on regarde l'histoire de tous ces clubs-là qui ont gagné la première Coupe d'Europe des clubs champions gagnée par Barcelone, c'était en 92. Ouais. 92. Juste avant nous. Voilà, juste Koeman qui avait 92, Barcelone. Donc Marseille, voilà. Donc Marseille, contre comment? C'était contre qui, ça rappelle? C'était Wal Bucarest. Non, Sampdoria de Gênes. Sampdoria de Gênes, oui, excuse-moi. C'était Koeman, l'actuel entraîneur qui avait marqué, et ça avait lieu à Wembley. Je me souviens, c'était à Wembley, cette finale. Alors, moi je suis un supporter de l'OM. J'avais 12, 13, 14 ans pendant cette fameuse épopée. Comment, quand on s'appelle Jean-Pierre Bernès, à l'époque, on recrute un Alain Boxic, un Sonny Anderson, un Jean-Pierre Papin, un Carlos Moser? C'était quoi à l'époque, parce que tu étais dans l'ombre, mais je crois savoir que tu étais quand même... Oui, disons qu'avec Bernard Tapie, on était tout le temps ensemble, tous les deux. C'est nous qui prenions les grandes décisions. On se concertait beaucoup, on passait beaucoup de temps ensemble. J'ai passé beaucoup plus de temps avec Bernard pendant 6 ans qu'avec ma propre famille. Et donc on a fait des bons choix auxquels Bernard, bien sûr, en dernier ressort, en tant que président, prenait vraiment la décision finale. Mais c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses en concertation sur le recrutement. Et voilà, par exemple, je me souviens un exemple pour Chris Waddle, par exemple. Chris Waddle, un jour, il m'appelle à Marseille, Bernard, il me dit viens ce soir avec Gérard Gilly, prenez un avion, venez chez moi, je vais vous montrer quelque chose. On est arrivé chez lui, il nous a montré une vidéo. Il y avait un match de Tottenham. Où jouait Chris Waddle. Où jouait Chris Waddle. Et c'est le seul joueur qu'on a recruté comme ça. Il me dit voilà, on va regarder un match et à la fin de la soirée, on doit décider qui on prend. Il y avait 2 joueurs, c'était Chris Waddle et l'autre s'appelait Walsh. Et ensuite, on a regardé tous les 3 ce match et on a décidé de prendre Chris Waddle. C'était une anecdote. Et voilà comment ça se faisait. Alors, c'était le seul joueur qu'on avait recruté par vidéo. Et tout le reste, les Alain Boksic, on était allé voir la demi-finale en Yougoslavie à l'époque. À Bari, l'étoile rouge de Belgrade contre Hajduk Split, avec Raymond Goethals. On était allés tous les deux. Et quand on est rentré, on a dit à Bernard, on a vu un phénomène. Et voilà, et donc on l'a fait venir à Marseille. Il n'avait même pas 20 ans à l'époque. Oui, on l'a fait venir à Marseille. Et Carlos Moser, c'est pareil. Carlos Moser, c'est qu'un jour, Bernard m'appelle, il me dit il faut que vous alliez voir Benfica-Porto. C'était le match époustouflant au Portugal, Benfica-Porto. Il m'a dit on m'a parlé d'un joueur, un défenseur central, il faut absolument le voir. On est allé avec Gérard Gilly voir Benfica-Porto. Quand on est rentré, on a dit Bernard, il faut absolument le prendre. Et il y avait aussi, même on lui avait dit que si on pouvait prendre les deux, mais ça n'avait pas pu se faire, c'était Ricardo. Parce que Ricardo et Moser. joué à Paris après. Voilà, Ricardo Moser jouait à Benfica, c'était la charnière centrale. Et je sais qu'on avait beaucoup essayé de séduire Ricardo pour venir à Marseille, mais ça n'avait pas pu se faire. Mais à l'époque, tu avais du monde quand même, Jean-Pierre. Tu avais Karl-Heinz Forster, tu avais Boli, il est arrivé après. Basile est arrivé après. Mais bon, après, nous, on a fait tous les recrutements qu'on a fait, ça a été vraiment des recrutements pensés, c'était des recrutements bien ciblés. Et souvent, on disait comment ça se fait Marseille champion, comment ça se fait ils changent l'équipe. Mais souvent, on le faisait parce que Bernard, on avait compris qu'à Marseille, faire une année déjà avec la pression qu'il y a, ça use, ça fatigue. Et qu'il fallait souvent, tous les ans, renouveler un petit peu l'effectif. Mais à l'époque, vous vous trompez rarement. Je crois que peut-être, il y a eu quoi? Peut-être Igor Dobrovolski. Oui. Ça devait peut-être le seul flop. Oui, des flops, on n'en a pas. Oui, ça, bon, c'est pas. C'était un joueur russe. Sur les 50 joueurs qu'on a pris en quelques années, c'est pas beaucoup. Parce que sur le recrutement, c'est le plus difficile. Parce que le recrutement, c'est la période où tout se joue. L'avenir d'une saison se joue du mois de mai au mois de juillet. Ça se joue là. Si vous vous trompez là, vous vous trompez sur toute la saison et vous le payez toute la saison. Donc ces 2 mois-là sont des 2 mois cruciaux dans la vie d'un club. Et c'est là où il faut vraiment faire en sorte d'essayer de ne pas se tromper. Alors on peut toujours se tromper, parce que ça arrive, mais la force d'un recrutement, c'est par exemple sur 10 joueurs que vous prenez, il faut vous tromper, si vous trompez 1 ou 2 fois, c'est la marge d'erreur que vous pouvez faire. Mais si vous vous trompez sur 5, 6 ou 7 joueurs, vous avez manqué votre recrutement et vous ne pouvez pas faire la saison espérée, quoi.
Alors, tout à l'heure, tu parlais de Chris Waddle. Moi, je me souviens, quand il est arrivé, c'était compliqué au début, hein, avec ses cheveux longs. C'était compliqué parce que... Il avait coûté 45 millions de francs à l'époque. Oui, 7 millions d'euros. C'était le plus gros transfert anglais. Ouais. Mais le problème, c'était surtout, il souffrait de la chaleur, quoi. Il souffrait de la chaleur. Et moi qui assistais à tous les entraînements, je me souviens au Vélodrome, des fois, Bernard m'appelait, alors, comment c'est l'entraînement? Je lui dis, Bernard, il y a problème parce que je ne sais pas s'il va supporter la chaleur, il n'arrivait pas à avancer. Il se mettait de la crème, il avait attrapé des boutons de partout à cause des coups de soleil. Et c'était un garçon qui au départ a eu beaucoup de mal à s'adapter. Et avec Bernard, on s'est dit, on s'est peut-être trompé, on a fait une erreur, on ne sait pas trop. Et après, petit à petit, il s'est adapté, il est devenu le grand joueur que ça a été, quoi. Alors, mais au départ, je sais que ça a été compliqué. Ouais. Alors, on va revenir à ce match, Jean-Pierre, de Milan. Il marque une reprise de volée à un quart d'heure de la fin à Sebastiano Rossi, qui était quand même the gardien à l'époque. Suite à un choc avec Paolo Maldini, il a eu un traumatisme crânien. Il marque sur un centre de Pelé relayé par Papin, et une reprise de volée de Waddle du pied droit. C'était un pur gaucher. Ouais. Et s'il tire du gauche, il ne marque pas. C'est ça. S'il tire du gauche, il ne marque pas. Parce que s'il est conscient, il le tente. Voilà, non, ça a toujours été la question, mais je pense que non, quoi. Je pense que dans un moment je ne sais pas, des fois on ne peut pas expliquer, des fois il y a des choses qu'on fait, même que des joueurs font. J'ai vu des joueurs font des gestes des fois. Vous avez des fois un droitier qui va marquer un but du gauche, alors qu'il n'a pas de pied gauche, il va marquer dans sa carrière. Alors bien sûr, il n'y en a pas, sûrement que Chris n'a pas dû en marquer beaucoup comme ça. Hein. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de Marseille en parle. Deuxième partie de Marseille en parle avec mon invité du jour, Jean-Pierre Bernès. Alors Jean-Pierre, comme je sais que tu es, selon toi, un drogué de foot, hein, je t'ai préparé un petit quiz. Alors, un quiz qui parle de l'OM, mais pas que. D'accord? Tu es prêt, Jean-Pierre? Allez. Alors, un des meilleurs buteurs de l'histoire du championnat de France était myope, des deux yeux. De qui s'agit-il? Bianchi, Lacombe ou Delio Onis? Ouais. Il avait 5 à gauche et 8 à droite. Et, non, c'est Carlos Bianchi. Carlos Bianchi. Alors, quel international français a été considéré comme apatride jusqu'à l'âge de 20 ans parce qu'il est né sur un bateau de réfugiés fuyant la guerre civile en Angola? Est-ce que c'est Vieira, De Sailly ou Mavouba? Mavouba, bonne réponse. Le Ballon d'Or est un film franco-guinéen, 1994, qui s'inspire de la vie du premier Ballon d'Or africain. Il a joué à Saint-Étienne et l'OM. De qui s'agit-il? Pelé, Drogba ou Keita? Keita, bonne réponse. Exact. Ouais. En 90, ça c'est ton époque, pour défier son homologue marseillais, Claude Bèze, le président de Girondins de Bordeaux, est arrivé au Stade de Drôme, en calèche royale sur un cheval blanc ou dans une Cadillac noire. Et que les supporters, ils avaient... ça c'était énorme. Alors, ça c'est plus récent. Quelle phrase Zlatan Ibrahimovic a prononcée quand il a rejoint le championnat de France de Ligue 1? Je ne connais pas la Ligue 1, mais la Ligue 1, c'est qui je suis. Je serai la tour Eiffel de votre championnat. Je viens comme un roi, je repartirai comme une légende. Zlatan qui a dit ça. Ouais. C'est quelle phrase qu'il a dit? La dernière? Je viendrai comme roi? Non, il a dit... Ouais, exact. Je ne connais pas la Ligue 1, mais la Ligue 1, c'est qui je suis. Alors, on va parler de Reims. Un club historique du championnat a donné son nom à une remise en jeu particulière. Laquelle? Est-ce que c'est la... Ouais. Le corner. Ouais, le corner à la Rémoise, exact. Alors, quel est le plus jeune joueur à avoir marqué un but dans le championnat de France à 16 ans, 5 mois et 27 jours? Est-ce que c'est Paganelli, Rousset ou Ousmane Dembélé? C'est Paganelli. Non, Rousset. Laurent Rousset, ouais. Laurent Rousset, exact. Delionis, meilleur buteur de l'histoire du championnat, avec 299 buts. Pour quel club a-t-il marqué le plus? 223. Est-ce que c'est Lyon, Nantes ou Monaco? Exact, Monaco. Quel attaquant d'origine argentine a été 5 fois meilleur buteur du championnat de France avec Reims et PSG? Bien joué. Il est fort, hein? On va parler OM. Quel joueur est le meilleur buteur de l'histoire de l'OM avec 194 buts inscrits? Anderson, Scoblar ou Papin? Papin. Non. Scoblar. Non. Gunnar Anderson. Ouais, il y a un film qui
qui va sortir bientôt sur lui. Quel est le meilleur buteur du championnat sur une saison? Skoblar, Gondé ou Ibrahimovic? Ouais, exact. Ça, c'est pour toi, celle-là. Le Brésilien Sonny Anderson se révèle à l'OM en 93-94. De quel club suisse venait-il? Servette, ouais, Bâle ou Grasshopper Zurich. Celle-là aussi, elle est pour toi. Quel joueur croate a été le meilleur buteur de l'OM au début des années 70, 3 fois meilleur buteur du championnat? Secker, Skoblar ou Boksic? Skoblar. Bien joué. Allez, une dernière, on en a parlé. En 89, Bernard Tapie signe ce qui constitue à l'époque le 3e plus gros transfert de tous les temps. Qui arrive à l'OM pour 7 millions d'euros? Waddle, Moser ou Forster? Exact, on en a parlé en plus. Bien joué, ah, il est bon. Hein, il est bon, Jean-Pierre. Hein. Donc, Jean-Pierre, on va parler maintenant d'un personnage qui a beaucoup compté pour toi, c'est Bernard Tapie. Donc, à l'été 2019, tu t'es rendu chez lui à Paris. Et tu avais déclaré que, tu lui avais dit qu'avec ton papa, il était l'homme qui avait le plus compté dans ta vie. Oui, c'est l'homme qui m'a marqué, quoi. Parce que professionnellement, si je n'avais pas rencontré Bernard Tapie, j'aurais jamais pu faire la carrière que j'ai faite à l'OM. Et j'aurais même pas pu faire la carrière que j'ai faite après en tant qu'agent. Il m'a vraiment formé professionnellement. Et quand on est jeune, quand on est dans un début de carrière, d'abord, il m'a donné ma chance, parce que quand il est arrivé, il ne me connaissait pas du tout. Et à un moment donné, il m'a donné les clés du club, quoi. Parce que lui était sur Paris, moi sur Marseille. Donc on travaillait beaucoup par téléphone. Et donc il avait une grande confiance en moi, il me l'a donné. Et je me sentais redevable de ça, quoi. Et ça m'a donné une formation que je n'aurais pas pu avoir si je ne l'avais pas rencontré. Parce que c'est un homme qui a beaucoup de qualités, c'est un leader, un meneur d'hommes, et qui vous donne une force pour réussir. Et cette force, je l'ai toujours eue après, et je l'ai toujours d'ailleurs. Quand il a été malade, je sais que tu l'as appelé pour le soutenir. Ouais. Et tu lui as témoigné toute ton affection. C'est vrai que c'est lui qui faisait l'équipe à la place de Goethals? Bon, on en discutait, oui. Ouais. Non, il ne faisait pas l'équipe à la place de Goethals, c'est pas vrai, mais je trouve que c'est normal. Bon, à partir du moment où un entraîneur seul, c'est difficile. Surtout dans des clubs comme Marseille. Dans des clubs à pression, il ne faut pas croire, vous savez, vous allez au Bayern de Munich, à Manchester City, à Liverpool, tout ça, l'entraîneur, il n'est pas seul. Il faut qu'il soit entouré. Alors, l'important dans un club, ce sont d'abord au départ les dirigeants. Pour réussir dans un grand club, il faut avoir un grand président. Quand vous avez un grand président, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît le foot, qui a l'expérience, qui connaît Marseille, qui connaît ce que les gens de Marseille attendent, il faut être impliqué, vous voyez, il faut comprendre ce qu'est Marseille. Et quand on arrive à Marseille, on ne le comprend pas de suite. Et ça, on peut le comprendre au fil des années, au fil du temps. Mais on ne peut pas attendre des années, hein, parce qu'à Marseille, il faut aller très très vite. Et Bernard, ce qu'il a eu, c'est qu'il a très vite compris ce que Marseille était, et ce que Marseille attendait, les joueurs qu'il fallait à Marseille. Il a compris tout ça. Et je pense qu'avec Bernard, l'avantage qu'avait l'entraîneur, c'est que l'entraîneur n'était pas seul, l'entraîneur était aidé, quoi. Parce que quand il était aidé par Bernard Tapie, modestement par moi aussi, l'entraîneur a un travail c'est beaucoup plus facile, quoi. Parce que tout seul, c'est très compliqué de réussir. Alors, j'avais reçu Manuel Amoros, donc ici, dans ses studios, et il me disait que, selon lui, ancien olympien, pour lui, l'équipe de 90 était supérieure à celle de 91 et 93. Toi, tu en penses quoi? Ça, c'est un débat c'est le serpent de mer, parce que c'est un débat que tout le monde entretient depuis des années, quoi. Lui, il a joué dans les deux. Hein. Oui. Parce que 93, il jouait plus trop, il était un peu... Oui. Voilà. Enfin, moi, je pense que moi, la plus forte, c'est celle qui gagne. Hein. Et celle qui gagne, c'est 93. Barry, tu perds au penalty. Oui, mais tu perds. Tu perds. Alors, je ne dis pas qu'on n'avait pas une belle équipe en 91, on avait une belle équipe. C'était impressionnant, Jean-Pierre. On doit gagner aussi, mais 93 aussi, attention. 93, après, c'est des analyses, c'est des analyses, mais en 93, battre Milan en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, il faut être costaud aussi. Et pourtant, Jean-Pierre, on a l'impression que tu es moins fort, parce que tu as Papin qui part au Milan, tu as Moser qui retourne à Benfica, tu as Waddle qui est parti à Sheffield Wednesday. Enfin,
Voilà. Ouais, mais les joueurs qui sont venus, ceux qui les ont remplacés, c'était pas Rudy Voller qui ouais. était en fin. Non, enfin, Rudy Voller. 33 ans. Rudy Voller, c'était un grand attaquant. La culture allemande, on n'est jamais déçu par les joueurs allemands. Hein. Le renard des surfaces. Rudy Voller, Alain Bokchik et Abedi Pelé devant, ce trio était aussi fort que Francescoli, Papin, Waddle. Mais à l'été, c'était pareil. Quoi, je parle sous ton contrôle, parce que tu connais cette époque mieux que quiconque. Mais à l'été 92, quand il y a la déconvenue du Sparta de Prague, qu'on est éliminé avant les nouvelles poules, parce que c'est la première année où ils faisaient des poules avec des champions, on se dit l'OM est en fin de cycle, donc comme je disais, donc Waddle s'en va, Papin part au Milan, et t'arrive le jeune Bokchik, que tu avais toi à l'époque repéré, De Sailly qui venait de Nantes, mais que je me rappelle que Goethals avait dit tu n'arrives pas à la cheville de Moser à De Sailly. C'est De Sailly qui le disait. Mais jamais tu te dis que tu vas être champion d'Europe. Tu te dis ouais, mais après, il a changé d'avis, Raymond, hein, parce qu'il appelait justement sa garde noire. Ouais. Sa garde noire. Avec Angloma, De Sailly, Angloma, Boli, avec Raymond Goethals, ce sont 3 joueurs, même sur une jambe, ils auraient joué. Quoi, hein. Sa garde noire, c'était. Donc, je veux dire, les joueurs qu'on a eus à chaque époque ont tous été des grands joueurs. Carlos Moser, ça a été un monstre. Mais la garde noire qu'on avait là, entre Boli, De Sailly, Angloma, c'était avec Eric Dimeco, je veux dire, c'était défensivement, c'était des monstres. Hein. Avec Barthès, Fabien, je veux dire, Deschamps-Sauzet. Barthès qui venait de la DH de Toulouse. De Toulouse. On a pris à Toulouse, on l'a échangé contre un joueur qui s'appelait Lada. Lada, c'était un joueur de Sochaux. Eric Lada, de Sochaux. J'ai pris Lada, je l'ai amené sur les épaules, je l'ai posé, j'ai pris Fabien Barthès. Et donc, je veux dire... Ça, c'était un sacré pari quand même. Hein. Oui, mais bon, Raymond nous avait remarqué ce joueur, lui. Il avait vu ce joueur. Et c'était... Donc, je veux dire, pour en revenir sur les générations 90, 91, 92, 93, pour moi, la meilleure équipe, pour moi, c'est celle qui gagne. Celle qui gagne, c'est 93. 90 et 91, on a de très belles équipes aussi. Mais ce sont 2 équipes qui n'ont pas gagné. Elles ont fait des beaux parcours, elles avaient des grands joueurs, mais elles n'ont pas gagné. Et en 92, je me rappelle que Waddle, il disait que vous aviez battu Milan dans un match amical qui n'avait d'amical que le nom. Ouais. Un match amical, l'OM était éliminé, Milan était suspendu, et c'est au Stade Vélodrome. 1-0. Oui, je sais, 1-0. C'était pas pire. Alors, je veux dire, c'est toujours des sujets... Enfin, je pense que de 90 à 93, Marseille a eu de très très grands joueurs à tous les postes. À tous les postes, c'était des grands joueurs. Quoi, voilà. C'est juste dommage, Jean-Pierre, que tu perds. Peut-être que l'équipe de 90, s'il n'y a pas la main de Vata, elle bat Milan en finale, parce qu'elle aurait rencontré Milan à Vienne. Donc, je veux dire, peut-être que cette année-là, Marseille aurait déjà battu Milan, on n'en sait rien. Mais ça, c'est des plans sur la comète. Ce qui reste dans les annales, c'est les équipes qui gagnent. Et les équipes qui gagnent, c'est 93. Ouais, c'est sûr. Mais après, bon, quand tu es supporter comme toi et moi, parce que tu es aussi avant tout, avant d'être agent de joueur, tu es quand même un supporter et un Marseillais, un supporter de l'OM. Alors je vais te titiller, Jean-Pierre. Est-ce que sur Barry, c'est une question que je te pose, que je l'ai posée aussi à beaucoup d'anciens joueurs, est-ce que Goethals il fait l'erreur de ne pas faire entrer Pixi Stojkovic avant? Alors je sais, on peut refaire le match, mais... Oui, on peut, effectivement. Je pense que le match de Barry, il y a plusieurs concours de circonstances qui ont fait que la finale, finalement, elle n'a pas été jouée comme elle devait être jouée. Quoi. Tu dois les gagner, Barry. C'est-à-dire, l'étoile rouge. Oui, enfin, il faut les gagner, mais bon, les matchs, il faut les gagner sur le terrain. C'est pas, c'était pas le Bayern de Munich ou le Real de Madrid, mais bon, ils avaient éliminé quand même. C'était pas mal quand même. Non, mais l'étoile rouge, voilà, l'étoile rouge à l'époque. Panchev, il y avait de très grands joueurs. Hein. Attention, l'étoile rouge, on dirait que c'est une équipe, oui, il fallait les jouer, il fallait les battre. Et c'est une équipe qui avait beaucoup d'expérience et qui avait éliminé avant des grandes équipes. Mm-hmm. Donc Marseille était favori, ok, mais sur le terrain, je veux dire, voilà, ils ont... Donc je pense que c'est un concours de circonstances parce qu'on a fait une mauvaise préparation de match. C'est-à-dire, comme c'était la première, on a fait une ambiance un peu trop fermée, trop angoissante, trop anxiogène pour les joueurs. Après, il disait que vous étiez dans un bunker. Même pour nous, voilà, on était dans un endroit, et ça, je pense, ça a paralysé un petit peu les joueurs, un peu tout le monde. Et c'est vrai que quand on a joué Milan, on n'a pas refait la même préparation, ça a été à l'opposé, c'était un Club Med. C'était plus cool, un Club Med.
Et après, sur le fait de Dragan, c'est vrai que Dragan, c'était un joueur de l'Étoile Rouge les joueurs de l'Étoile Rouge avaient peur de Dragan. Ouais. Avaient peur de Dragan. Et c'est vrai que... C'est toi qui l'as recruté, Dragan. Dragan, c'est Bernard. Avec Bernard. Bernard, il avait pris on lui avait parlé de ce joueur. C'était un très grand joueur à l'époque. Lui, malheureux, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec lui. Parce que pas eu de chance. Hein. Je suis très ami avec lui. J'ai toujours des excellents contacts avec lui. Il est sur Paris, il habite Paris. Et il m'avait invité il y a 2 ans au mariage de sa fille. Et donc, c'est un garçon que j'apprécie. Voilà, j'ai de très très bonnes relations avec Pixie. Et c'est vrai qu'on en parlait de ça. Et donc, c'est un... Voilà, c'est un... Tu penses, lui, qu'il aurait pu changer les choses? Oui, parce qu'il était... Voilà, le joueur, c'est un joueur. Hein. Un joueur, il devait bouillir sur la touche. En plus, c'était l'Étoile Rouge de Belgrade, son ancien club. Je veux dire, voilà. Et c'est vrai que là, on a sans doute fait une erreur. Mais Dragan avait commencé déjà à avoir eu son problème de genou. Il y avait une incertitude, il y avait un doute. Voilà, c'était une finale qu'on a jouée sans la jouer pleinement. Et que... Tu as Papin, Jean-Pierre qui rate devant la cage. C'est une finale un peu ratée. Voilà. C'est une finale un peu ratée à plusieurs niveaux. Quoi. Sacrée époque, hein, quand même. Oui. Une époque grandiose. Quand on aime Marseille et quand on a été supporter, moi qui suis supporter depuis 1969, cette époque-là, c'est une époque qui restera dans l'histoire et qui correspond justement à ce qu'on disait au début de notre entretien, qui correspond à un parcours d'une capitale du football en France. Quoi. Ça voilà, ça change pas, c'est Marseille, c'est ça. Quoi. Tu es fier d'avoir contribué à ce qu'on ait cette étoile qu'aujourd'hui, à chaque fois... Ah oui, on est fier de ça. C'est parce que, bon, moi, j'ai toujours aimé Marseille, toujours aimé ce club, et c'est vrai que cette étoile-là, moi, quand j'étais jeune, je me souviens de mon père, parce que Marseille avait toujours l'envie de gagner la Coupe d'Europe. Hein. Même très jeune, même avant que l'époque Tapie, il y a eu l'époque de Marcel Leclerc. Et l'époque de Marcel Leclerc, on a été malheureux parce qu'on tombe sur le grand Ajax d'Amsterdam. De Johan Cruyff. De Johan Cruyff. Parce que si on ne tombe pas contre l'Ajax d'Amsterdam de Johan Cruyff, peut-être aussi parce qu'on avait une très très grande équipe en 72. Moi, j'ai beaucoup de relations avec les anciens, j'adore les relations avec les anciens joueurs. J'adore parler avec ces joueurs-là, parce que ces joueurs-là, ce sont les joueurs de mon enfance, ce sont les joueurs qui m'ont fait vibrer, et quand je les côtoie aujourd'hui, je me régale, je passe un temps fou à parler avec eux. Mais c'était des joueurs c'était une équipe très très forte. En 72, l'équipe de Marseille, c'est l'équipe du doublé de l'époque, c'est une très très grande équipe, très très grande équipe. Alors Jean-Pierre, on va parler du métier d'agent. Et moi, ça m'intéresse parce que, comme tu le sais, je suis président de l'AS Vivo Sauvagère, un club amateur, autrefois Vivo Marronnier, que tu as connu. Et des fois, j'ai des parents qui m'agacent parce qu'ils voient trop leur enfant, futur Zidane, futur Messi, futur Ronaldo. Alors, toi qui es, on va le dire clairement, l'agent le plus influent du football français, j'aimerais, moi, avoir ton avis sur ce phénomène qu'il y a maintenant, que maintenant tout le monde veut que son fils il soit une star pour gagner beaucoup d'argent, pour payer la maison, la villa des rêves et tout. Et ces pseudo-agents qui se prennent pour des agents. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Ouais. C'est n'importe quoi. Et moi, je reçois beaucoup de parents, j'ai beaucoup de parents qui m'appellent, qui me parlent justement de ce phénomène que tu expliques là, sur des agents qui veulent prendre des joueurs à 12-13 ans. C'est n'importe quoi. Je te confirme. Et moi, quand les parents me parlent de ça, je leur dis, prenez pas d'agent à 12-13 ans, ça ne sert à rien du tout. Laissez votre fils vivre comme un enfant, parce que c'est un enfant à 12-13 ans, et on n'a pas besoin d'avoir un agent autour de soi. Il y a 30 ans, quand on ne savait pas quoi faire dans la vie, des fois, on ouvrait un bar ou un restaurant. Alors ça, tu l'as dit. Ce sont des métiers tout à fait honorables, tout à fait honorables. Oui. Simplement aujourd'hui, maintenant, tout le monde veut faire agent de joueur. Parce qu'il pense qu'il voit le joueur, au lieu de voir un joueur, il voit un billet de banque. Un jackpot. Voilà, un jackpot, j'ai gagné au loto et j'ai les 6 numéros, le complémentaire. Donc, mais un conseiller, un agent, c'est un métier. Et pour conseiller, il faut savoir de quoi on parle. Alors justement, je rebondis sur ça. Tu as dit, moi à Marseille, je reçois souvent des étudiants de la fac de sport qui veulent faire ce métier et qui me demandent des renseignements. Et quand ils sortent de mon bureau, ils semblent avoir pris un coup sur la tête. Oui. En fait, ils pensent qu'agent, tu deviens agent comme ça. Voilà, c'est incroyable. C'est un métier. Alors bien sûr, il faut que des jeunes arrivent, mais on ne peut pas être conseiller à 25 ans ou 26 ans. À 25 ans ou 26 ans, on ne connaît pas la vie. Hein.
C'est-à-dire, toi, Jean-Pierre, si par exemple, tu as aussi un phénomène, à Marseille par exemple, tu as des bons petits, tu vois. Et puis, c'est le grand frère, ou le grand-père, ou le voisin, ou le tonton qui vient, qui truc. Mais au bout d'un moment, il y a certaines compétences à avoir. Toi, tu conseilles quoi à ces gens qui, justement, ont besoin de conseils? Moi, je trouve qu'il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger les choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la mode, la mauvaise mode, c'est que les parents veulent vraiment s'impliquer. Des fois, ce n'est pas que les parents, des fois, c'est la sœur, la tante, la cousine, qui ne savent pas si le ballon est rond ou carré. Comme la mère de Rabiot. Et qui vont conseiller des joueurs sur un choix de club, qui va conseiller des joueurs sur des attitudes. Ouais. C'est pas possible, c'est un métier, ça. Et moi, je pense que la famille doit rester la famille, parce que c'est important. Mais simplement, le conseiller, l'agent, c'est quelque chose d'à part. C'est quelque chose qui doit porter un plus. Parce que tous les joueurs aujourd'hui, personne ne passe à travers les mailles du filet. Il y a des recruteurs européens partout, dans les clubs amateurs et tout. Et donc tous les joueurs ont besoin de personne pour faire leur carrière, ni de famille, ni d'agent, ni de personne pour faire leur carrière. Par contre, s'ils veulent l'optimiser, leur carrière, ils sont obligés d'être bien conseillés. Et être bien conseillé, c'est être conseillé par quelqu'un qui a de l'expérience, qui sait de quoi il parle, hein, qui connaît les joueurs, voilà, on ne recrute pas, je veux dire, c'est comme si vous avez un cancer en phase terminale, vous allez essayer de prendre le plus grand cancérologue de Marseille, vous n'allez pas prendre quelqu'un qui sort de la fac de médecine et qui n'a jamais opéré un cancer. Mais justement, un jeune qui a du talent, qui a 15-16 ans par exemple, et qui ne peut pas, parce que bon, toi on va le dire clairement, tu ne peux pas t'occuper des petits jeunes qui sont... Non mais j'ai de plus en plus de jeunes qui viennent, mais pas des 12-13 ans, parce qu'à 12-13 ans on n'en a pas. Mais moi souvent je conseille des parents, mais sans être officiellement l'agent, mais je les conseille, je me régale à passer du temps avec les parents. Parce que les parents sont perturbés, les parents. Ouais. Parce qu'ils sont abordés sur les terrains par des tas de gens qui ne savent pas d'où ils sortent, qui leur racontent n'importe quoi, qui leur promettent n'importe quoi. Et les parents, des fois, dans un moment de faiblesse, font confiance à des gens qui ne méritent pas ça. Tu as des gens, Jean-Pierre, qui s'improvisent agents et qui demandent de l'argent à des parents. Tu trouves ça normal? Non, c'est plutôt l'inverse. Oui, mais justement. C'est plutôt les parents qui demandent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les parents se mettent autour d'une table et ils ne choisissent pas un agent en fonction de la compétence de l'agent. Ils choisissent l'agent en fonction de ce que l'agent va donner à la famille. Mais tu as des agents, et ça je te le dis de source sûre, qui proposent leurs services et qui demandent de l'argent aux familles en leur disant que plus tard, ils pourront, grâce à cet agent, signer dans tel ou tel club. Oui, non. Moi, c'est des trucs... Moi, je suis peut-être de l'ancienne génération. En fait, je ne veux pas parler comme un vieux de la vieille, parce que je suis encore en pleine forme, efficace dans mon boulot, et c'est justement là qu'on a vraiment de l'expérience. Mais moi, dans ce genre de choses, ce genre de processus, ça ne m'intéresse pas. Mais je sais que j'ai une très mauvaise... je suis très radical sur le jugement de ce milieu-là aujourd'hui, qui est un milieu extrêmement difficile, où les parents doivent faire très attention, très très attention. Et moi, je reçois, je vous dis, de plus en plus de parents qui sont désemparés, qui ne savent pas comment faire. Et je leur donne des conseils en pur passionné de foot que je suis, de leur dire non, il n'y a pas besoin d'agent. Si vous avez besoin d'un agent, c'est quand vous aurez des décisions importantes à prendre, si vous devez rentrer dans un centre de formation, parce qu'un agent, ce n'est pas uniquement de signer un contrat. Un conseiller, c'est vous conseiller sur plein de choses, sur la diététique, sur l'attitude, sur ce qu'il faut faire ou pas faire. Il y a plein de choses qu'il faut... Mais pour avoir ça, pour avoir ces conseils, il faut que vous-même, vous ayez l'expérience pour le faire, quoi. Et justement, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire à un jeune de 15-16 ans, on ne va pas dire 12-13, de 15-16 ans, qui a du talent, qui ne peut pas faire appel à un Jean-Pierre Bernès, parce que toi, on le sait, tu t'occupes quand même de non, mais là, j'ai besoin d'être orienté. Non, mais là, j'ai pris beaucoup de jeunes qui n'ont pas de 13 ans, qui ont 18-19 ans. Oui, voilà. Donc, je pense qu'à un moment donné, je vous dis, personne ne passe à travers les mailles du filet. Vous devez avoir un agent quand vous êtes contacté par des recruteurs qui veulent vous prendre dans leur club. Et c'est là où vous devez être conseillé. Est-ce que c'est le bon club? Est-ce que c'est le moment d'y aller? Sous quel contrat? C'est là où il faut entrer. Mais tant que vous êtes dans un club amateur, que vous n'avez pas de choix professionnel à faire, que vous n'avez pas de choix d'avenir à faire, vous n'avez pas besoin d'être conseillé. Vous laissez faire la vie, quoi. Il y en a qui font appel à des avocats, tu en penses quoi?
Moi, je suis contre. Pour gérer leur... Moi, je suis contre. Ouais. Je suis contre parce que c'est un avocat, c'est un avocat, et un agent, c'est un agent. C'est pas les mêmes métiers. Chacun son domaine. C'est pas les mêmes métiers. Ouais. Et je trouve que les avocats, bon, voilà, les avocats, alors c'est sûr, ils préfèrent entrer dans le football que faire les divorces ou les accidents de la route. Mais je veux dire, mais c'est pas le même métier. Voilà, c'est pas parce qu'on est un bon avocat qu'on va être un bon conseiller dans le football. Le football, c'est un métier. Aujourd'hui, il se professionnalise de plus en plus. Les enjeux sont de plus en plus importants. Les jeunes sont pris de plus en plus tôt dans les clubs. Et c'est là où il faut vraiment, parce qu'il y a des fois des bonnes décisions à prendre, quand je vois de l'extérieur, mais il y a aussi beaucoup de mauvaises décisions qui ont été prises. Et donc, c'est là où il faut être bien conseillé. Être bien conseillé, c'est être conseillé par quelqu'un qui a de l'expérience. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, bon, tu es agent de joueur, mais tu es avant tout un Marseillais supporter de l'Olympique de Marseille. Toi qui as connu et contribué à la grande époque de l'OM, quand tu vois l'époque actuelle de l'OM, ces dernières années, là c'est aux supporters Jean-Pierre Vernet, ce que je parle, ça te fait quoi? Ça fait que ces moments, voilà, c'est aujourd'hui, il y a deux compétitions aujourd'hui. Il y a la compétition sportive et la compétition économique. Et la compétition économique, c'est la compétition la plus difficile à mener, quoi. Et donc aujourd'hui, les clubs qui réussissent, les clubs qui gagnent la Champions League, ce sont les clubs qui ont des moyens colossaux. C'est-à-dire aujourd'hui, pour lutter sur le marché économique, un club français, à part Paris, tous les autres clubs français, aujourd'hui, il n'y a pas un club français qui peut mettre aujourd'hui 40 ou 50 ou 60 millions d'euros sur un joueur. Il n'y en a pas un. Donc à partir du moment où vous ne pouvez pas rentrer dans ce processus-là, ça devient compliqué de rentrer dans la compétition sportive, quoi. Et est-ce que faire, Jean-Pierre, des bons coups comme toi tu le faisais à l'époque avec un Boxic, avec un Anderson, avec un Papin, est-ce que dénicher des bons coups pas chers? Oui, on peut toujours. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un peu la politique qui on passe à l'excès. Avant dans le football, bon, parlons du football français parce qu'on est en France, on faisait très peu confiance aux jeunes. Très peu confiance. Et aujourd'hui, tout le monde a compris que c'est dans la formation qu'il va falloir investir. C'est la formation qui peut nous faire gagner au club beaucoup d'argent. Donc, on prend beaucoup de jeunes et on met des jeunes dans les équipes. Mais je trouve que c'est un excès. Avant, il n'y avait pas assez de jeunes, maintenant, il y en a trop. Parce que dans une équipe professionnelle de haut niveau, vous ne pouvez pas faire que des jeunes. Pour réussir la compétition sportive, il faut qu'il y ait un mixte. Il faut des joueurs d'expérience et il faut des jeunes. Il faut des jeunes de grande qualité et des professionnels d'expérience de grande qualité. Et après, si vous recrutez bien des jeunes, vous pouvez faire aujourd'hui, effectivement, sur le marché, il peut y avoir des sommes colossales. Regardez Fofana qui a été vendu par Saint-Etienne. Voilà, qui est Marseillais. Voilà, qui est Marseillais. Vous avez, il y avait le joueur de Strasbourg, Simacan aussi. Ouais, qui a joué chez moi. Ah. J'étais son entraîneur, à Vivon-Marronnier. Eh ben, je vais l'appeler cet après-midi. Ah, eh ben, voilà, donc il y a ça. Donc après, il faut, voilà, après c'est la justesse, la qualité du recrutement qui est importante, quoi. Merci Jean-Pierre. De rien. On arrive au terme de cette émission. On aurait pu parler des heures avec un grand monsieur comme Jean-Pierre. Donc merci et merci pour tout ce que tu as fait pour l'OM parce que là c'est des supporters qui parlent. Merci. Tu as fait beaucoup et tu as énormément contribué. Si aujourd'hui on ne dit jamais les premiers, tu es aussi avec Bernard Tapie, tu en es aussi responsable. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Marseille en parle. À bientôt.